Bah, donc, cette conversation va être enregistrée. Donc, si vous ne souhaitez pas apparaître sur l'enregistrement, il faut penser à fermer sa caméra. Mais là, on est dans un mode webinar. Bienvenue à toutes et tous pour ce webinar de la chaire Good in Tech. Alors, peut-être je vais dire sur la désinformation. Je vais dire juste avant un tout petit mot sur la chaire Good in Tech, qui est une chaire qui est pilotée à la fois par l'Institut Mines Télécom, Télécom Paris et par Sciences Po, qui a des axes de recherche différents qui sont, alors j'ai mis le lien dans le chat pour que nous conversions, qui a des questions de recherche autour de l'innovation responsable, autour du design des technologies et principalement en fait en réalité autour de l'intelligence artificielle, des algorithmes, de ces biais, des effets de discrimination, qui est l'axe 2 de la chaire. Il y a un axe 3 plus prospectif sur la manière dont on peut réinventer les futurs et imaginer de façon prospective la place du numérique dans les sociétés de demain. Et puis, il y a un axe 4, c'est celui qui va nous concerner aujourd'hui, qui porte sur la gouvernance de l'innovation des technologies, et dans lequel, évidemment, la question de la désinformation est une question importante. Alors, c'est dans le cadre de cet axe qu'on a organisé aujourd'hui cette petite rencontre que l'on va avoir aujourd'hui. Je voudrais qu'on remercie beaucoup Grégoire Lemarchand de l'AFP, Émeric Henry qui est Grégoire Lemarchand, Grégoire tu te représenteras, mais qui pilote l'équipe de fact-check de l'AFP qu'on appelle Factuel. Émeric Henry qui est professeur d'économie au département d'économie de Sciences Po, et Manon Berich qui est doctorante au Media Lab en sociologie sur la désinformation. Donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va, comme on l'a fait dans les précédents webinars de la chaire, c'est demander à chacun des intervenants de faire une intervention d'un quart d'heure après que l'on discutera, en essayant de se garder un petit temps pour la discussion finale, et puis surtout la discussion entre Grégoire, Manon et Émeric, autour d'un sujet dont il n'est pas nécessaire de souligner l'actualité. Alors, le dispositif permet de poser des questions, voilà, à travers, comme l'indique Jean-Marie, à travers le chat. Je ne sais pas si on pourra vous donner la parole, mais on trouvera une manière de rapporter les questions dans la discussion le plus facilement possible. Alors, ce que je propose, c'est que Émeric commence une présentation qui va nous mettre directement dans la question du fact-check et de la circulation de l'information. Émeric, à toi la parole. D'accord, donc merci beaucoup Dominique pour l'organisation de ce webinaire. Donc je vais m'appuyer sur des transparents, des slides, pour pouvoir vous présenter les résultats. Donc, je vais me tenir à 15 minutes, mais dans mon enthousiasme, j'avais envie de vous parler de deux expériences de 15 minutes. Je vais vous présenter deux expériences, mais en essayant d'aller relativement droit au but. Mais je pense que la combinaison des deux peut être informative aujourd'hui. Donc, quand on pense à l'impact du fact-checking d'informations, on peut penser à deux impacts. Le premier qui serait corriger l'impact qu'a pu avoir une infox, une fausse information, un élément de désinformation, corriger l'impact qu'il a eu sur les croyances, sur les intentions de vote, sur ces dimensions-là. Le deuxième impact auquel on veut penser, c'est diminuer le partage de ces infox sur les réseaux sociaux. Et donc, ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est deux expériences qui ont été conduites dans le cadre d'élections, donc les élections présidentielles de 2017 pour le premier point et les élections européennes de 2019 pour le deuxième point. Et ça va être des expériences randomisées en ligne. Donc, je vais juste un petit mot sur la méthode, parce qu'on va peut-être parler de méthode, ce qui sera intéressant plus tard. L'avantage de cette méthode, c'est qu'elle permet une estimation précise des effets, parce que statistiquement, c'est un environnement contrôlé.
La désavantage, c'est qu'on fait des imitations de conditions réelles, mais on n'est pas exactement en conditions réelles. Donc, il faut faire de l'extrapolation. Et la question, est-ce que les conclusions sont valides plus généralement? Donc, je pense que ce sera intéressant de discuter ces points-là peut-être plus tard. Donc, je vais vous présenter relativement succinctement les deux expériences. Donc, première, c'était la question, est-ce que le fact-check permet de corriger l'impact des infox? Donc, on s'est placé durant les élections présidentielles de 2017 et on s'est concentré sur des déclarations de politique utilisant des faux statistiques. Donc là, l'élément de faux, c'est les chiffres qui sont utilisés dans des argumentaires. Et on teste l'impact sur les croyances et les intentions de vote. Donc, on a à peu près 2500 personnes qu'on va contacter sur une plateforme de survey, Qualtrics, où on collecte des informations socio-économiques, démographiques. Ensuite, on les expose à certains textes et à certains fact-checks. Donc, je vais parler de ça après. Et ensuite, on mesure les intentions de vote par diverses méthodes et leur connaissance des faits statistiques à la fin de l'expérience. Alors, quel est ce traitement? Qu'est-ce qui varie? Eh bien, on va allouer tous ces 2500 personnes, on va les allouer aléatoirement dans 4 groupes. Le premier groupe, c'est un groupe de contrôle qui va ne voir aucun texte. Il ne sera exposé à aucune information nouvelle. Le deuxième sera exposé à ces faux chiffres. Donc là, on a sélectionné. Donc là, il y a aussi un biais du fait du sélection des informations qu'on choisit. Donc on a choisi des déclarations de Marine Le Pen sur l'immigration et sur l'immigration plus généralement, qui utilisent des fausses statistiques. Troisième groupe, il ne voit pas les déclarations de Marine Le Pen, il voit juste les chiffres produites par l'INSEE, les Nations Unies, sur les chiffres utilisés par Marine Le Pen. Donc, c'est les chiffres qui correspondent aux chiffres utilisés par Marine Le Pen. Et enfin, le quatrième groupe, qu'on appelle le groupe fact-check, qui va voir à la fois les déclarations suivies des chiffres produits par les sources officielles, donc combinaison du traitement 2 et 3. Donc, bien sûr, la randomisation, c'est là qu'on a l'aspect statistique, c'est qu'on contrôle, en allouant aléatoirement dans ces 4 groupes, on peut faire une inférence qui est directement interprétable à partir des moyennes sur les différentes variables. Donc, du coup, quelles sont ces déclarations? Voici 2 exemples de déclarations qu'on utilise. La première, c'est les migrants viennent pour des raisons économiques, pas sécuritaires, sinon ils ne laisseraient pas leur famille derrière. Et le chiffre qu'ils utilisent, c'est il y a 99% des réfugiés sont des hommes, sachant que le vrai chiffre est de 58%. Vrai entre guillemets, parce qu'on pourra discuter donc le chiffre produit par les Nations Unies en l'occurrence. Le deuxième, les migrants viennent pour profiter de notre État-providence. Là, la statistique, c'est 5% des immigrés travaillent. Les sources de l'INSEE sont de 45%. De nouveau, la source est bien citée, on dit d'où vient le chiffre. Donc, comme je disais, ce qui permet cet aléa dans le traitement, c'est qu'on peut comparer les moyennes. Donc ici, on vous présente les moyennes des intentions de vote pour Marine Le Pen. Donc là, c'est est-ce que vous êtes susceptible ou très susceptible de voter pour Marine Le Pen? Et on a les 4 groupes dont je vous parlais. Donc le premier groupe de contrôle, à 37% environ, c'est le groupe qui n'a vu aucun texte. Quand on regarde les 2 groupes d'après, c'est le groupe Alflex, donc qui a vu que les déclarations de Marine Le Pen, et le groupe Alflex plus fact-check, qui a vu les corrections. Les intentions de vote sont exactement pareilles. Donc, c'est plus environ 4-5% par rapport au groupe de contrôle. Et même le dernier groupe qui n'a vu que les déclarations, qui n'a pas vu les déclarations de Marine Le Pen, mais qui a vu que seulement les vrais chiffres, même ce groupe est un petit peu supérieur. En contrôlant, c'est pas statistiquement significatif, mais presque à 5%, donc c'est presque significatif. Et donc, il y a un petit effet même sur ce groupe-là. Donc, on peut se dire peut-être que les gens, en fait, ne croient pas du tout les chiffres. Donc, cet effet sur les intentions de vote, peut-être que ça correspond à une méfiance par rapport aux chiffres. Donc là, je vous présente, on va se concentrer sur les 2 graphes du haut. À gauche, en jaune, donc là, c'est les chiffres sur, on leur demande, est-ce que vous croyez, quel est le pourcentage d'hommes parmi les réfugiés?
Donc, le plus à gauche, c'est entre 0 et 10%, 10-20%. Donc, le vrai chiffre, entre guillemets, de Nations Unies, et la barre ici, autour de 58%. Donc, on voit en jaune le groupe de contrôle et en blanc le groupe Alfax. Donc, ce qu'on voit, c'est que les Alfax sont déplacés vers la droite. Donc, Marine Le Pen augmente cette croyance légèrement du nombre moyen de réfugiés. Mais en revanche, quand on compare le groupe de contrôle et le groupe qui a vu les facts ou qui a vu le fact-check, je peux aller en bas à droite, là. Quand je compare Alfax et fact-check, on voit que ceux qui ont vu le fact-check, ils croient à ces chiffres. Donc, il y a une augmentation très forte autour du chiffre officiel. Et donc, ce n'est pas une question de méfiance nécessairement parmi les chiffres, c'est confirmé par les questions qu'on pose après sur la méfiance. Donc, vraiment, il y a un autre mécanisme. Donc, ils croient les chiffres, mais ils ne corrigent pas les impressions qui ont été laissées initialement. Donc, ce qu'on conclut de cette expérience, je vais un peu vite, mais on pourra peut-être en discuter plus. Le fact-checking permet de bien corriger la connaissance des faits, mais en revanche, permet que très marginalement de corriger les impressions laissées par le discours de Marine Le Pen ici, et donc les faits sur les intentions de vote. Et la tendance, l'effet qu'on montre, en fait, c'est que ça a tendance à augmenter la salience de la question d'immigration, donc insister de nouveau sur une question qui est anxiogène. Et c'est cet effet salience qui apparaît aussi quand on présente aux gens seulement des statistiques sur la question de l'immigration en général. Même ça peut avoir un petit effet qui pousse en direction de Marine Le Pen. Donc ça, c'était la première étude, et d'une certaine manière, on peut dire un message un petit peu pas en faveur, disons, du fact-checking, un petit peu déprimant. Et donc, on ne voulait pas en rester là, puisque effectivement, il y a une deuxième fonction, au moins une deuxième fonction du fact-checking, qui est de diminuer la circulation. Donc, peut-être que les gens ne vont pas changer l'impression qui a été laissée, mais peut-être qu'en termes de circulation, ils vont réagir. Donc, on a fait une deuxième expérience vraiment dans la même idée, sauf que là, on avait la possibilité pour les participants de partager les informations sur leur compte Facebook. Donc, bien sûr, on a pris des précautions, on a demandé beaucoup de confirmations avant d'arriver enfin au partage sur Facebook pour pas nous-mêmes participer trop à la circulation. Mais on a quand même pu mesurer au départ les intentions de partage. Donc, de nouveau, un échantillon à peu près de même taille, même type d'expérience, sauf qu'ici, on a une possibilité de partage. Et là, on va comparer 3 groupes. Ceux qui ne voient que les fausses déclarations, donc là, on a pris, donc c'est la question européenne, donc là, c'est des déclarations qui portent seulement sur l'Europe, donc c'est les questions européennes, avec des faux chiffres sur les questions européennes, en particulier le pourcentage des lois qui viennent du Parlement, qui viennent du niveau européen et qui sont traduites dans la loi française. Donc, le groupe Alfax ne voit que les fausses déclarations, et on a un groupe où le fact-check est imposé, c'est-à-dire que le participant est obligé de voir le fact-checking, et un troisième groupe où c'est volontaire, on lui donne le choix d'aller ou de ne pas aller voir le fact-checking. Donc, le troisième groupe, si on pense à cette imitation de la réalité, il est plus proche du modèle Facebook, où on va avoir sous le post un lien qui nous permet d'aller voir le fact-checking, mais il n'est pas forcément imposé aux utilisateurs. Et là, ce qu'on va mesurer, c'est quel est le taux de partage par les participants initialement, c'est-à-dire avant qu'ils aient besoin de faire toutes les confirmations dont j'ai parlé. Donc voici de nouveau, on peut tout regarder sur un graphique. Donc là on a les barres d'erreur à 5%. Donc le taux d'intention de partage au départ est de 15%, donc c'est assez élevé, mais sachant que c'est des intentions, une fois qu'ils sont confirmés, donc on a différentes mesures. Le graphe est cohérent si on prend des intentions quand on leur demande de confirmer. À la fin, on a un taux de partage qui ressemble relativement, qui est proche de ce qu'on voit dans les réseaux, c'est-à-dire autour de moins d'1%. Mais en tout cas, ce qu'on voit sur ces intentions déjà, c'est qu'il y a une baisse significative du partage qui est de l'ordre de 45%. Et d'une certaine manière, encore de mon point de vue plus intéressant, c'est que c'est complètement, ça n'a pas d'importance que ce soit imposé ou pas imposé. Donc, le modèle où on n'impose pas le fact-check ne change rien. Et ce qu'on montre, c'est en fait, quelle est la raison? C'est qu'en fait,
le fait d'être exposé, de voir le fact-check, a un impact sur ceux qui décident d'aller le voir dans le troisième groupe, mais a également un effet sur ceux qui ne décident pas d'aller le voir. Okay. Donc là, si on peut montrer ça à partir de ça, ici, si on regarde les deux colonnes de droite, dans les deux colonnes de droite, ici, j'ai séparé le groupe où on est un fact-checking volontaire entre ceux qui vont voir et ceux qui ne vont pas voir. Et dans le gros panel à droite par rapport au gros panel à gauche, ici, je fais une prédiction. C'est-à-dire, à partir de leurs caractéristiques socio-économiques, quelle est ma prédiction de leur taux de partage. Et je vais la confronter aux deux barres ici de gauche, qui sont la réalisation de ce partage. Et ce qu'on voit, c'est que non seulement la barre, on voit déjà que ceux qui vont voir sont ceux qui sont plus susceptibles de partager, puisque c'est la barre bleue ici est plus haut que la noire. Mais par ailleurs, l'effet du fact-check a un effet de baisser la barre bleue, mais aussi de baisser la barre noire. C'est-à-dire que même ceux qui ne vont pas voir le fact-check vont quand même partager moins du fait de la connaissance il existe un fact-check. Donc, il y a un effet qui peut être comportemental, mais en tout cas qui est là, de savoir que ce fact-check existe. Ça diminue aussi les partages. Donc voilà, donc là, on dirait une conclusion plus positive. Donc, comment on combine les deux conclusions, ça, je ne suis pas sûr, parce que ce serait vraiment une question de quand le fact-checking quel va être le timing du fact-checking. Mais je pense qu'il y a quand même des conclusions, donc ça va être mon dernier slide, les conclusions en termes de politique publique. J'insisterai sur deux. Déjà, il semble quand même que le fact-check a un impact très fort sur la dissémination, qui devrait être confirmé sur des études sur la circulation réelle, mais je pense on apprend sur les mécanismes par ce genre d'expérience. Donc, encourager cette production et dissémination. Et deuxièmement, on doit demander aux usagers de systématiquement confirmer la volonté de partage, parce qu'on voit dans notre expérience que le simple fait de demander est-ce que vous voulez vraiment confirmer votre intention de partage diminue à chaque fois de 30%. À chaque fois qu'on demande une confirmation, les gens diminuent de 30% leur intention de partage et ça semble beaucoup moins faible pour des informations qui sont vraies. Donc, mettre en place un partage sur les réseaux sociaux qui est moins systématique, mais qui demande aux gens de confirmer, peut avoir un impact également sur le partage des fausses informations. Donc, on a collecté ces idées dans un policy brief qu'on commence à mettre en place. Donc, c'est aussi un sujet qui me paraît intéressant. Ouvrir un petit peu le débat sur quelles sont les politiques publiques qu'on peut mettre en place qui nous permettent d'adresser ce problème des fake news. Donc, je suis pas sûr si je me suis tenu aux 15 minutes, mais je crois que je suis pas loin. Ah, merci beaucoup, Aymeric. Tu t'es tenu 15-20 minutes, on peut jouer, mais c'est parfait. Alors, j'invite là à poser des questions dans le chat si vous avez des questions à poser à Aymeric. Alors, évidemment, il y en aurait plein. Et puis, moi, je pense que ce serait utile de demander à Grégoire aussi comment lui voit la question. Mais juste avant, peut-être... Donc, il y a une distinction toujours qui est très frappante dans la première étude entre les faits et les impressions. Alors, entre ce que tu appelles l'impression, en fait. Alors, on a par ailleurs des travaux là, que tu connais, là, dont on a discuté d'ailleurs, montrant que quand même ceux qui partagent des fact-checks, qui ne sont pas la population randomisée là, que tu as étudiée, le font pour des raisons, alors c'est tout un débat dans la littérature, pour des raisons qui sont aussi en partie idéologiques. Est-ce que finalement, cette ambiguïté ou cette ambivalence entre avoir compris quel était le fait, mais continuer à maintenir son impression d'une intention de vote favorable, ce n'est pas tout simplement que la variable idéologique joue plus fortement qu'une variable épistémique, en tout cas qu'une capacité épistémique chez les personnes. Comment tu interprètes, en fait? C'est toujours très, très intriguant. Donc déjà, sur ce point, il y a deux choses. C'est que cette augmentation des intentions de vote, il est à la fois chez des gens qui déclarent avoir été sympathisants dans les élections précédentes de Marine Le Pen, mais également chez des gens qui le sont beaucoup moins. Donc, c'est pas un pur effet. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que nous, on l'interprète de deux manières. La première, c'est que
ils ont été convaincus par la conclusion. C'est vraiment une construction, c'est une typologie de déclaration qui est assez spécifique dans cette expérience. C'est un fait statistique utilisé dans un argumentaire pour arriver à une conclusion. Donc, le fait statistique semble utile quand même au départ pour donner une impression de logique qui amène à cette conclusion qu'effectivement, ils viennent plus pour des raisons sécuritaires, des raisons économiques. Mais une fois que cette conclusion a été adoptée, la correction du fait n'a plus d'importance par rapport à la conclusion qui a été atteinte, puisque les gens ont déjà été convaincus par cette conclusion. Donc, ils ne vont pas réoptimiser la logique, si tu veux. Le deuxième effet qui s'ajoute à ça, c'est que quand on regarde les intentions, la question, si on leur pose la question, je n'ai pas le graphique là, mais si on leur pose la question, est-ce que les gens viennent pour des raisons sécuritaires ou économiques, il y a quand même une petite différence entre fact-check et al-fact. Donc, ça corrige un petit peu quand même. C'est-à-dire, mais cet effet est compensé par un effet de salience qu'on montre, qui est le fait que quand on fait le fact-check, on réinsiste de nouveau sur cette question des migrations. Et du coup, c'est ça qui aussi perd ce petit effet positif qu'on avait sur ces croyances que j'appelle plus subjectives. Donc, il y a cette combinaison, c'est comme ça que j'interprète, cette combinaison des faits. On corrige un petit peu les impressions subjectives, mais pas beaucoup, parce que la conclusion est déjà imprégnée. Et deuxièmement, il y a cet effet de salience. Alors, justement, Nicolas, Hervé, là, te pose la question dans le chat sur, c'est pas tout à fait dans le protocole, là, mais est-ce que le nombre de publications n'est pas le principal facteur explicatif, c'est-à-dire si je comprends bien, une multi-exposition en réalité à des informations. C'est-à-dire le multi. Je ne vois pas où est la question en fait. Tu vois dans le chat, est-ce que tu vois ouais. Quantifier l'impact de l'entretien du buzz lié à la publication des fact-checks, et cet impact est-il identique à celui de messages entretenant d'accord, ok. Donc est-ce que le fait qu'on réinsiste avec un fact-check est équivalent à réinsister avec une autre fake news? Ouais, c'est une très bonne question. Et là, j'ai pas la réponse, effectivement. Donc je peux juste être. On peut plus imaginer une réponse, mais je pense que ça, c'est une question qui est très importante. Est-ce que cet effet de salience qui apparaît dans les questions un petit peu subjectives qu'on a à la fin de l'expérience, est-ce qu'il serait le même si on avait juste ajouté une deuxième fake news? Moi, je pense qu'il serait quand même plus gros, mais je n'ai pas de manière de le démontrer. Mais c'est une très bonne question. Grégoire, Manon, est-ce que vous voulez réagir? Il y avait une autre question dans le chat sur un autre papier. Donc, effectivement, il y a une sorte de différents papiers, à la fois faits en Angleterre et à la fois faits avec la question du Brexit et à la fois aux États-Unis avec Trump, qui atteint exactement les mêmes conclusions. Donc, on n'est pas dans un cas français et les expériences ont une similitude un petit peu dans la construction. Donc, je pense que c'est un faisceau d'indicateurs. Donc, je connaissais effectivement cette étude et c'est des questions relativement similaires. Non, plus généralement sur cet aspect d'intervention comportementale en fait sur les utilisateurs. Moi, j'ai vu passer une étude, alors c'est fait par Twitter, donc on ne sait pas très bien comment ils ont fait, mais que le seul fait de bien indiquer aux gens qu'ils sont en train de retweeter un lien qu'ils n'ont pas ouvert, parce que ça, Twitter le sait, diminuerait de 30% le partage ou bien la manière d'adresser le message. Enfin, ça modifierait le comportement de 30 et quelques pourcents des utilisateurs. Donc, ce qui vient un peu dans la lignée de la deuxième étude, là. Donc, en fait, c'est une forme de politique publique qui se à travers le design des interfaces. Je pense que c'est une question qui m'intéresse beaucoup, c'est-à-dire comment penser les politiques publiques un petit peu dans un type d'intervention comportementale. Je ne connais pas cette étude-là, enfin, j'avais entendu le résumé, je ne l'ai pas regardé en détail. Il y a une autre étude qui est faite par Penny Cook, où en fait, au départ de l'expérience, il pousse les gens à réfléchir à la véracité de certains faits, mais complètement indépendant de ce qu'ils vont voir par la suite. Il les pousse à réfléchir ils mettent l'emphase sur la question de la véracité. Et rien que mettre cette emphase au départ a un gros impact une fois qu'on est exposé beaucoup plus tard à la fake news. Donc, de nouveau, une intervention comportementale qui pousse les gens à se mettre
quand il partage, à pas juste regarder est-ce que cette info est marrante, est-ce qu'elle est bien écrite, etc. Mais une autre dimension qui compte en fait pour les gens, mais qui est pas saliente quand ils décident de partager et qu'on peut rendre plus saliente par des interventions comportementales. Donc je pense que la dimension politique publique là-dessus est très importante et qu'en fait c'est beaucoup de choses que les plateformes savent en partie, mais n'ont pas envie d'implémenter parce que ça va diminuer la circulation. Donc par exemple juste le fait de confirmer, ça me paraît de premier ordre. Et je suis sûr qu'ils savent à quel point ça peut avoir un impact sur la circulation. Donc, effectivement, je pense que c'est une dimension importante. Une réaction, oui, par rapport à l'étude de Twitter que je n'avais pas vraiment lu non plus, mais j'ai vu passer pas mal les Il n'y a pas d'étude, ils ont simplement communiqué ce chiffre, mais ils ne nous montrent pas l'étude, ce qui quand même… Mais dans leur cas, l'intervention, elle se fait indépendamment de la véracité et de la qualité du contenu. Et donc, si on pousse un peu la logique, ça signifie quand même que, alors même que quand même les études sur la désinformation montrent que finalement, c'est assez minoritaire par rapport au partage d'informations vraies, marrantes, etc. Est-ce qu'il n'y a pas un risque aussi, si cette intervention est généralisée à tout type de comportement, que ça réduise le comportement des individus de partager des vraies informations de qualité, drôles, qui sont utiles pour plein d'autres choses, et du coup d'appauvrir en quelque sorte l'offre d'informations à laquelle on est exposé par ces informations. C'est vraiment c'est pas du tout pour… Non. Donc là, de nouveau, je pense il y a besoin d'une étude supplémentaire qui serait effectivement faire juste cette question de la confirmation en comparant les fausses et les vraies. Moi, après, là, donc là, il n'y a pas la réponse encore. Moi, j'ai une conviction personnelle que ça ferait pas de mal, quoi qu'il arrive, de réfléchir à sa décision de partager. Mais bon, ça, c'est plus un niveau très personnel. Mais il faut effectivement que ce soit confirmé pour voir si effectivement il y a une distinction en fonction de la véracité. Pour l'effet comportemental dont on parlait de Pennycook, là, il montre que c'est indépendant que ça s'applique juste aux fausses informations et pas aux vraies. Donc là, effectivement, c'est le cas. Mais là, moi, je pense que donc on va essayer de mettre ça en place, faire une expérience qui teste précisément ce mécanisme en comparant fausses et vraies informations. Et ce qui serait intéressant de regarder, c'est aussi parce qu'on demande du coup aux participants s'ils veulent bien, leur intention de partage, mais de remettre ça en perspective avec leur réseau, donc leur contact. Je ne sais pas dans quelle mesure c'est possible expérimentalement, mais par exemple sur Twitter, c'est sûr que si on a 100 abonnés et que c'est que nos amis, ça permettrait d'ajuster en quelque sorte l'intervention au contexte, et parce que c'est un peu bizarre comme de demander aux gens de réfléchir par deux fois s'ils veulent bien partager, si en fait ils n'ont que 4 abonnés qui sont leurs amis, et du coup de se dire qu'ils auraient dû réfléchir alors qu'en fait ils savent que les personnes auxquelles… Enfin, je pense qu'expérimentalement c'est compliqué, mais ça serait intéressant de voir dans quelle mesure le réseau relationnel des personnes peut jouer aussi sur leur volonté de partager. Juste rapidement sur cette question de la taille du réseau, dans la deuxième étude, ce qui est intéressant, c'est que la taille du réseau a très peu d'impact en fait. Donc la taille du réseau étant le nombre d'amis, et que par ailleurs, on fait aussi une deuxième étape de l'expérience où on peut partager avec un groupe d'anonymes qui font qu'à la suite, et l'effet est à peu près du même impact. Donc l'effet d'avoir ce fact-check, c'est pas vraiment qu'on a peur d'être dévoilé comme quelqu'un qui fait circuler les fausses informations, c'est quelque chose qui a l'air plus individuel, de l'ordre du comportemental. Donc, on a des évidences que ça pourrait être une sorte de coup moral à circuler des choses fausses. En tout cas, c'est un coût individuel qui n'est pas vraiment proportionnel à la taille de l'audience et à la familiarité de l'audience. Est-ce qu'on connaît l'audience ou pas? Donc, je veux bien, réagir à mon tour, Dominique, puisque tu m'y invitais. Rapidement, évidemment, l'étude d'Emeric, la deuxième, elle répond à une question, et qui est la question que se pose
que se pose mon équipe et tous les fact-checkers tous les jours, c'est est-ce que ça sert à quelque chose qu'on fait? Ça paraît très bête, mais on se la pose tous les jours parce qu'on a souvent l'impression d'écumer l'océan avec une petite cuillère parce que les infox reviennent, parce qu'elles sont similaires, etc. Enfin, voilà. Donc parfois on est découragé, donc ça c'est intéressant et évidemment ça donne du baume au cœur. Moi ce que je retiens c'est quand même qu'il y a eu un virage décisif dans le fact-checking. La principale critique qu'on adressait ces dernières années, c'était de dire le fact-checking, c'est bien gentil, j'adore lire ça, mais vous ne prêchez que des convaincus. Je pense qu'aujourd'hui, avec la pression qu'elles ont eue, le fait que les plateformes aujourd'hui prennent ça, sans rentrer dans le détail, on va dire un peu plus au sérieux qu'avant, même si je pense qu'elles pourraient encore faire davantage ou faire différemment, change tout. Et l'avantage d'un média comme l'AFP, comme les autres fact-checkers, c'est qu'aujourd'hui, on collabore avec plusieurs plateformes. La principale aujourd'hui et la plus avancée, c'est Facebook là-dessus. C'est peut-être celle qui aussi a fait largement le plus de pression. Et évidemment, et nous, on le voit, on a beaucoup de trafic sur nos fact-checks. Et évidemment, je pense que là-dessus, sur ce trafic, il n'y a pas que des convaincus. Alors après, je n'ai pas d'analyse pour vous dire exactement, mais on reçoit aussi beaucoup de mails de gens qui vont nous insulter, évidemment, parce que on va contre leurs biais, leurs opinions, mais aussi beaucoup de gens qui disent bon bah merci ou excusez-moi, et on a aussi beaucoup de gens qui viennent nous poser des questions. Signe que voilà, on n'est pas, c'est pas comme on fait pas des jolis trucs sympas à lire, mais qui tombent dans un grand trou noir. Au moins, ça sert à quelque chose. Je vais juste se rebondir là-dessus, c'est qu'en fait, quand on regarde parce que nous, on voit les caractéristiques de ceux qui vont aller voir le fact-check dans l'étude. Et en fait, c'est pas les convaincus, c'est ceux qui sont plus susceptibles de partager. Et en fait, ceux qui sont convaincus, ils vont même pas voir parce qu'ils sont convaincus que de toute façon c'est faux. Ceux qui sont convaincus que c'est vrai, ils vont pas voir non plus. Mais il y a ce groupe intermédiaire qui en fait est plus susceptible de partager que la moyenne, mais qui est quand même moins extrême que certains. Donc c'est pas du tout c'est bien ce que tu dis, c'est pas du tout des convaincus et du coup voilà, ça reflète l'impact. Merci, je voulais poser comment on va passer parce que sinon on va plus avoir de temps maintenant si ça te dérange. Non, pas de problème. Donner la parole à Grégoire sur cette conclusion plus optimiste. En fait, effectivement, la thématique de la critique du fact-check a complètement glissé depuis que vous êtes sur les plateformes. En fait, ça c'est très, très juste. Alors Grégoire, je crois que tu vas nous parler plutôt d'une des problématiques des infox autour des deepfakes. Ouais. Alors, je vais partager mon écran également. Voilà. Et effectivement, je vais changer un petit peu de… Voilà, normalement, vous le voyez. Puisqu'on est là pour parler aussi de tech. Alors, vous me pardonnerez, j'aime bien ce même un peu caricatural et provoquant, ce qu'on ne fait jamais évidemment dans nos fact-checks, être caricatural et provoquant. Voilà. Parce que, en fait, ce qui me… Attendez, je mets mon chrono quand même pour essayer de me tenir dans les temps impartis. Voilà. J'ai l'impression, enfin, c'est pas j'ai l'impression, en fait, le fact-checking aujourd'hui, tel qu'il est pratiqué, nourrit beaucoup de fantasmes et nourrit beaucoup de fantasmes sur le côté un peu, justement, de ce que la technique, l'intelligence artificielle va apporter à notre travail. Si vous voulez, je me dis, par exemple, pour que vous compreniez, si demain, on faisait une série en mode… série américaine sur les fact-checkers, j'ai l'impression que ça serait aussi mensonger que ces séries où vous voyez des policiers qui ont des super locaux, qui ont du matériel ultra sophistiqué, qui localisent un appel sur portable en moins de 10 secondes, etc., etc. Voilà. Et qui évidemment invitent les beaux quartiers, enfin voilà, bref. Mais il y a beaucoup ce fantasme, et il y a aussi beaucoup de fantasmes entretenus, hélas, par certains médias, entretenus par des politiques, ce fantasme que finalement, la désinformation, les infox, ça serait toujours ou très souvent des choses orchestrées par des puissances hostiles étrangères. On a tous lu sur les fameuses usines à trolls de Saint-Pétersbourg, de dire qu'on a les mêmes choses en Chine, en Iran, etc. Enfin, je trouve que ça nourrit beaucoup de fantasmes et que finalement, ces fantasmes vont accaparer beaucoup d'investissements dans la recherche, dans la lutte contre la désinformation. Et à mon avis, on fait fausse route. Et ce que je vais essayer de vous montrer, c'est que pour moi, finalement,
contre les infox aujourd'hui à ce stade, et même si je suis très techno-enthousiaste et qu'on a besoin de la technologie pour faire du fact-checking aujourd'hui, voilà, on reste sur un métier finalement très, très artisanal et très, très humain. Donc, tu le disais, Dominique, je voulais vous parler et partir de deepfake. Très vite, les deepfakes, c'est avec l'intelligence artificielle, on est capable de recréer à la perfection en vidéo la voix et les mimiques de quelqu'un. Et ça fait des années qu'on en parle et ça fait des années qu'on nous dit les deepfakes, c'est l'infocalypse. Voilà, contraction, information, apocalypse. Et ça va être terrible et on va faire dire n'importe qui à n'importe quoi et il va y avoir des milliers de morts dans les rues, etc. Un peu la vidéo qui avait mis le feu aux poudres, je vous la rediffuse, peut-être certains l'ont vu très vite, c'était un deepfake d'Obama, en fait incarné par le comédien Jordan Peele. See, I would never say these things, at least not in a public address, but someone else would. Someone like Jordan Peele. This is a dangerous time. Moving forward, we need to be more. Voilà, j'arrête, c'est un peu plus long. Peut-être que vous l'avez vu, mais quand on a tous vu ça, on s'est dit waouh, là on est mal barré. Et puis finalement, ça, je crois que c'est de 2018. Finalement, on peut trouver quelques exemples, mais c'est très rare. La fameuse infocalypse, c'est des deepfakes de partout qui allaient modifier les élections, etc. On n'en a pas vu, ou très très peu, ou de manière ultra marginale. Et pourtant, quand on est fact-checker comme moi, praticien, je ne vais pas dire que c'est toutes les semaines, mais c'est en permanence qu'on vient me vendre des solutions évidemment très très chères, mais qui vont nous permettre de détecter tous les deepfakes de la planète. Sauf que nous, on n'en a pas besoin et qu'aujourd'hui, hélas, c'est une autre problématique, mais pas celle qui nous intéresse. Les deepfakes, effectivement, ça existe, mais je crois que selon une étude anglaise, je crois qu'il date un peu, mais de 2020, aujourd'hui, les deepfakes, c'est 95% de pornographie, soit des gens qui mettent des stars d'Hollywood dans des films pornographiques, soit quelque chose d'aussi infect que le fameux revenge porn. Voilà. Donc, les deepfakes, on n'en voit pas beaucoup. Et surtout, en fait, c'est quand même aujourd'hui, même si la technique, évidemment, est de plus en plus bluffante, c'est quand même aujourd'hui quelque chose qui reste compliqué à faire. Je vous montre un exemple très récent, peut-être que vous l'avez vu. Voilà, donc c'est un deepfake, c'est Tom Cruise. Et c'est une chaîne qui s'appelle Deep Tom Cruise sur TikTok. It's the real thing. Bon. Vous avez vu l'essentiel, voilà, c'est Tom Cruise qui fait un tour de magie. Et ça, on veut, la personne qui fait ça sur TikTok, on a l'impression que c'est super simple à faire. Et là, franchement, c'est vraiment quasiment indétectable à l'œil nu de voir que ce n'est pas Tom Cruise. Mais ça, c'est pareil. Ça demande quand même des heures de calcul, ça demande des techniques, de la ressource, un savoir-faire. Et pour vous dire à quel point c'est compliqué, c'est que quand même, zut, j'ai relancé la vidéo, voilà, ils ont quand même embauché un acteur qui ressemble fortement à Tom Cruise pour faire ces vidéos. Donc, ce n'est pas aussi simple que ça, franchement, de faire des deepfakes. Et que finalement, quand on a besoin de désinformer, c'est beaucoup plus simple. On fait dans le chip ou dans ce que Claire Wardle, que vous connaissez sans doute tous, appelle les shallow fakes. Je vous prends cet exemple, là, c'est très mignon. Je crois que c'est un des debunks les plus lus de l'histoire de l'AFP Factuel depuis 4 ans et un des posts les plus partagés dans X langues. Voilà, on vous dit, regardez, la nature est magnifique. Cet éléphant aide un lionceau à traverser la route sous l'œil bienveillant de Maman Lionne. Bon, c'est magnifique, mais c'est totalement faux et c'est un photomontage grossier, sauf que, alors je n'ai pas d'études scientifiques, mais je peux vous dire que dans les milliers de commentaires qu'on a regardés, tout le monde y croit et veut y croire. Ça prend à peu près, allez, je ne vais pas dire 10 secondes, mais ça prend 5-6 minutes avec des logiciels gratuits en ligne. Et aujourd'hui, finalement, quand vous voulez désinformer, mais pas besoin de deepfake, c'est très simple. Faites beaucoup plus simple. Là, vous voyez quelque chose qui avait été partagé pendant les Gilets jaunes et on vous dit, regardez, Cahuzac, 2 ans après avoir été viré du gouvernement, continue de toucher ses indemnités de ministre. Vous avez déjà 9000 partages, des centaines de commentaires, évidemment, vous imaginez peu amènes envers Cahuzac. Sauf que l'article, il date de 2013, donc il avait été publié plusieurs années avant. Sauf que les gens ne cliquent pas sur les liens. Ça aussi, on pourrait faire tout un webinaire sur les liens qui ne servent à rien sur Internet. Mais ça vous montre que finalement, moi, j'ai un message à faire passer. Il suffit que je mette un vieil article. Autre exemple, ce papier, vous savez, il y avait tout le débat sur les forces
les armes utilisées par les forces de l'ordre, etc. Cet article, qui est une dépêche AFP de 2010, avait été massivement partagé sur les pages de Gilets jaunes en disant ça y est, voilà le premier mort. C'était un article de 2010. Ça a obligé 20 minutes à faire un edit, vous voyez que j'ai encadré en rouge en disant attention, ça date de 2010. Donc là, au lieu de faire un deepfake et d'engager un acteur qui ressemble à Tom Cruise, je fais CTRL-C, CTRL-V et j'appuie sur valider sur mon groupe Facebook. C'est aussi un autre exemple de quelque chose massivement partagé, finale de Coupe du Monde. Et en quelques minutes, voilà, je fais ce photomontage assez grossier, mais ça marche très fort. Regardez, Macron, il a trop bu après la victoire de la France, donc il a les mains baladeuses. Voilà, je suis désolé, ça n'est pas vrai. Voilà, c'est une photo de l'agence Reuters aussi. Donc et je vous assure que les gens, bon, là on est dans le fantaisiste et on n'est pas dans la désinformation grave, etc. J'ai des exemples moins joyeux après, mais c'est des choses finalement assez simples à faire. On a plein de photomontages de ce type, assez grossiers. Vous voyez à gauche, je vous ai pris un exemple à l'étranger ou pendant les élections au Pakistan. Voilà, on avait pris en bas à gauche, vous voyez, c'était une visite officielle et on voyait le Premier ministre pakistanais recevoir un officiel et lui remettant je ne sais trop quoi. Et puis finalement, on a mis la tête de Netanyahou à la place. Alors évidemment, sans être un grand spécialiste de géopolitique, vous comprenez qu'un Premier ministre israélien qui reçoit une médaille de la main du Premier ministre pakistanais, c'est pas près d'arriver. Donc voilà, et ça, c'est effectivement des choses qui sont partagées des milliers de fois. Et je vous ai mis aussi quelque chose en France où vous aviez une manifestation de sans-papiers, de migrants à Calais, et où vous voyez des gens ont changé évidemment la banderole dans un sens qui les arrange, voilà, pour le fameux racisme anti-blanc, entre guillemets, auquel je mets plein de guillemets, évidemment. Enfin, il y a aussi, ça c'est intéressant, c'est quelque chose dont parfois les gens, et c'est pour ça aussi que pour montrer que la tech ne fait pas tout. Vous savez, il y a un peu, c'est souvent l'arme fatale des fact-checkers, c'est la fameuse recherche d'images inversées. C'est-à-dire que les moteurs de recherche, Google le premier, va vous permettre, si on vous dit, voilà, cette photo a été prise d'un tabassage, a été prise cet après-midi à Paris, le premier réflexe d'un fact-checker, c'est de voir si la photo n'a pas été publiée ailleurs. Et si vous voyez qu'une photo identique a été publiée en 2016, vous savez qu'il y a une infox. Sauf que malgré toute la puissance de Google, si vous faites un effet flip de la photo, vous l'inversez sur un logiciel, il n'y a même pas besoin d'avoir Photoshop, vous faites ça sur Mac ou sur PC, et le moteur de recherche Google ne vous retrouvera pas et vous dira en fait c'est une photo originale. Et ça, c'est une histoire très intéressante. C'est un Brésilien qui s'appelle Eduardo Martins et qui s'est inventé une vie de photoreporter dans le monde entier et qui a vendu notamment des reportages au National Geographic juste en flippant des images de photographes professionnels. Le poteau rose a été découvert, mais il a quand même vendu, je crois, oui, au National Geographic et à des journaux de très, très grand prestige. Donc voilà, c'est vraiment facile. Ça, je vous prends un autre exemple qui est intéressant, c'est-à-dire qu'on a dit « Ah, ça y est, regardez, dans la campagne présidentielle américaine, on a le premier deepfake. » Je ne sais pas si vous l'avez vu. Donc, c'est Nancy Pelosi qui parle. Et en fait, ils prennent une vidéo où elle parle normalement et ils vont juste, donc ça c'est la vraie vidéo, ils vont juste ralentir le débit de la vidéo pour donner l'impression qu'elle est ivre. Qu'elle est ivre ou qu'elle a pris trop de médicaments, etc. Pardon. Et voilà, ça aussi, si vous avez un logiciel comme VLC, voilà, que tout le monde a gratuitement, voilà, ça va très vite de faire ça. Ce n'est pas un deepfake, il y a zéro intelligence artificielle. Vous ralentissez juste le début. C'est pareil, ça prend quelques minutes. Bon, je passe, j'ai un autre exemple lors de la campagne présidentielle en Argentine où ils ont fait ça avec une ministre pour donner l'impression qu'elle était ivre. Et puis aussi, ça demande un tout petit peu plus, ça c'est un exemple très récent qu'on a débunké, c'est-à-dire que vous prenez une vidéo qui n'a rien à voir. Donc là, on veut vous faire croire que Macron est allé à Montpellier, vous allez voir la vidéo, il s'est pris plein de projectiles et vous entendez des Macron d'émission. Non, en fait, c'est
vidéos de manifestants pro-Navalny à Moscou qui, en tout cas, croient avoir une voiture des services secrets donc qui lance des projectiles. Et vous voyez qu'il y a beaucoup de monde. Et derrière, on rajoute juste une bande vidéo, une bande son d'une dizaine de manifestants il y a plusieurs mois qui avaient accueilli le président à coups de marteau des militants. Voilà, je ne sais pas si vous entendez bien le Macron d'émission, mais voilà, tout ça pour vous montrer, je ne vais pas vous faire un catalogue, j'ai beaucoup d'exemples, mais que voilà, toutes ces choses-là, finalement, il n'y a pas besoin d'avoir de grosses ressources et pour les produire, et que j'allais dire n'importe qui peut le faire. Et enfin, dernière chose qu'on voit souvent, bon là c'est pas très gai, excusez-moi, mais voilà, et pour dire que ça a un impact, c'est-à-dire qu'on a pris des gens ont pris des photos d'agression de femmes en Allemagne assez terribles, voilà, en disant ce sont tous des migrants. Bon, il se trouve que nous, on a retrouvé, à une exception près, on a fait un travail de fact-checking là-dessus, on a retrouvé toutes ces femmes, on les a toutes recontactées, et absolument aucune n'a été agressée, en tout cas en particulier par un migrant. C'est par le mari, c'est par quelqu'un qui a été retrouvé qui n'était pas un migrant, etc. Mais c'est aussi des choses, vous voyez, une manifestation de l'AfD, de l'extrême droite en Allemagne, et vous voyez en bas à droite sur la banderole, c'est des choses aussi, après, qui hélas, voilà, on sort de l'Internet et qui ont une vraie répercussion dans la vie. Enfin, des exemples récents pour terminer, je crois que vous avez compris mon propos, mais voilà des choses qu'on a débunkées récemment. Voilà, là vous avez enlever la Croix-Rouge. La Croix-Rouge, c'est nous, AFP Factuel, qui l'avons mis, mais vous voyez quelque chose qui fait quand même voilà, d'anti-vaccin qui fait 2300 partages. Voilà, c'est une capture d'écran d'une photo de téléphone. Enfin, voilà, c'est quand même le degré, j'allais dire, zéro de l'information. Voilà, et ça marche très fort. Ou alors, encore dans le genre, quelque chose, bon là, c'était juste, on ne peut pas bien lire, mais ça fait 61 000 partages, c'est énorme. Donc, c'est voilà, des conseils absolument tordus sur les règles, etc. Voilà, des femmes, il ne faut pas boire d'eau gazeuse, attention. Enfin, c'est juste complètement délirant, mais c'est sans doute des textes qui circulent sur WhatsApp qui sont copiés-collés, etc. Mais ça fait 61 000 partages. Voilà, je ne sais pas si j'ai trop parlé, mais en conclusion, voilà, c'était pour vous dire que finalement, encore une fois, je l'ai bien dit, on a besoin de la technique, mais il ne faut pas se tromper de combat, et qu'aujourd'hui, dire la désinformation derrière, c'est la sophistication, c'est l'orchestration, c'est des choses… non, c'est pas ça, c'est beaucoup plus diffus, c'est beaucoup plus bête et méchant, j'allais dire, et ça n'a pas pour autant d'impact. Et quand je vois effectivement voilà, des gens haut placés au gouvernement et qui nous contactent et qui disent qu'il faut faire absolument des choses contre les deepfakes, qu'est-ce que vous faites contre les deepfakes, parlez-moi des deepfakes, etc. J'ai envie de leur dire, mais en fait, le problème, il n'est absolument pas là, et en fait, une capture d'écran complètement pourrie et pixelisée aura sans doute bien plus d'effets néfastes qu'un deepfake. Voilà, excusez-moi, c'était un peu… Ben non, merci beaucoup Grégoire. Je pense que c'est très utile. J'ai beaucoup aussi apprécié ton introduction sur l'intelligence artificielle, parce que c'est tellement vrai, ces représentations qu'on est en train de se fabriquer de ces choses-là. Donc en fait, les deepfakers sont des pieds nickelés, en fait. C'est comme ça qu'ils font entendre. Alors, n'hésitez pas à poser des questions. C'est vrai qu'il y a le chat et puis il y a un module Q&A. Donc il y a dans le chat des questions que tu vois de Jean-Marie sur comment faites-vous pour identifier la source de vidéo, quel outil technique utilisez-vous pour débunker. Et j'y ajoute les questions qu'a posées Christine Balaguer dans les questions-réponses, parce qu'elle revient sur la question de l'usage par les fact-checkers des algorithmes. Une partie du fact-checking peut-il être réalisée par des algorithmes? Y a-t-il des travaux ou des données sur la performance de ces algorithmes par rapport au fact-checking humain? Parce qu'on voit tous les problèmes de datation ou de flux d'images, etc. Est-ce qu'il faut attendre une solution technique de ça? Est-ce que les algorithmes y parviennent?
et comment s'effectue le fact-checking exactement? Alors, rapidement, pour répondre d'abord Ah, pardon. Non, vas-y. Excuse-moi si je t'ai coupé. Non, alors rapidement, pour identifier la source des vidéos et quelle technique on utilise, on utilise que des techniques open source accessibles à tout le monde. C'est nous, quand on forme des fact-checkers, etc., la première chose qu'on fait, c'est savez-vous chercher sur Google? Les gens répondent oui, mais en fait, ils ne savent pas chercher sur Google. Et Google est un outil ultra puissant. Et après, on a des choses. On a effectivement la recherche d'images inversées, on a, et puis pour tout ce qui est images et vidéos, et sans doute certains d'entre vous l'ont vu, notamment l'AFP a co-développé un outil qui s'appelle InVid WeVerify et qui permet d'accélérer le processus de vérification des images. Mais ce qui est clair, c'est qu'il n'y a aucune aujourd'hui, j'allais dire, soit technique imparable ou technique ultra sophistiquée qui serait une sorte de martingale. Et très honnêtement, évidemment, sans donner de nom, mais chaque fois qu'on m'a fait tester un truc en me disant ça y est, ça va vous détecter la fausse information en un coup de cuillère à peau, ça a été un échec, mais un échec cuisant. Voilà. Et pourtant, des gens avec des très très grosses sociétés derrière qui ont beaucoup de moyens. Et enfin, sur la question des algorithmes, moi, j'ai fait ce focus là sur les deepfakes et de dire, comme tu disais, voilà, c'est finalement, il suffit d'être un pied nickelé, il n'y a pas besoin d'avoir un master en montage et en Photoshop. Moi, quand je dis je suis techno-enthousiaste, je sais pas qu'on peut aider à la détection, mais le fait d'automatiser, et j'allais dire que la machine, de façon, on va dire presque toute seule, puisse dire ça c'est faux, ça c'est vrai, pour moi, alors là, j'exagère un peu, mais c'est 1984, quoi. Là, il faut surtout pas en aller là. Je pense qu'aujourd'hui, les plateformes qui peuvent parfois avoir un côté 1984 ont compris ça et font plutôt confiance aux fact-checkers. Et d'ailleurs, c'était une des slides, mais j'ai arrêté, que j'avais fait à la fin. Il faut savoir aussi que j'allais dire ceux qui propagent les infox, qui ont des narrations de fausses informations à faire passer, aussi, ils s'adaptent. C'est comme ceux qui se dopent par rapport à la lutte antidopage. Et on a vu qu'aujourd'hui, par exemple, tous les anti-vax, ils ont arrêté d'écrire vaccin. Ils écrivent vax, V-A-X, avec un 1, par exemple. Ou voilà, parce qu'ils se disent, oh là là, on va être flagué par l'algorithme de Facebook ou Twitter qui va on va moins nous voir, etc. Donc, ça paraît très bête, mais ils s'adaptent et ils trompent facilement la vigilance. Donc, moi, encore une fois, je pense que la technique, oui, mais il faut vraiment, voilà, c'est pas 2001 l'Odyssée de l'espace, il ne faut pas que ça prenne le contrôle du vaisseau, parce que là, sinon, ça sera problématique. Alors, des réactions, Émeric, Manon. Il y a dans le chat, je signale à tous, ça c'est très bien, là, les papiers d'Émeric qui ont circulé et des questions, mais on y revient après, vos réactions, Émeric. Ouais. Manon, tu veux donc, très intéressant, Grégoire. Et je voulais savoir, tu as beaucoup insisté sur la dimension coût, mais ça, c'est une dimension qui peut évoluer, et ça a déjà évolué, ça devient de moins en moins coûteux, ça peut le devenir encore moins à l'avenir. Et du côté bénéfice, on a l'impression que beaucoup de vos fact-checks ont une image, donc l'image semble quand même utile. Donc, les fausses images, même si c'est mal fait, on se dit quand même intuitivement qu'une fausse vidéo, une vidéo deepfake bien faite, ça doit avoir un impact psychologique assez fort. En revenant sur cette idée qu'on a du mal à corriger après ex post, on a l'impression quand même que c'est assez prégnant. Donc, est-ce que c'est pas juste une question du coût qui va baisser et qu'on va vite avoir des technologies qui permettront aux gens de les utiliser? Donc, est-ce que on n'est pas en transition? Alors, oui. Alors là, je suis peut-être trop catégorique, et c'est bien que tu me donnes l'occasion de dire je ne sais pas ce qu'il en sera dans les prochaines années. Je pense qu'aujourd'hui, il faut quand même une techno qui, même si on a dit oui, il y a des applis, là, vous changez votre visage, vous mettez Robert De Niro à votre place ou vous faites le contraire, ça reste quand même assez grossier. Mais aujourd'hui, par exemple, moi, voilà, si j'ai un discours à faire passer, une infox à faire passer, parce que ça va dans le sens du message, honnêtement, aujourd'hui, le plus simple, ça reste de dire je prends une vidéo à Moscou et je dis que ça s'est passé hier à Paris. Voilà, peu importe. Voilà. Et que il y a aussi sur le côté deepfake, si je fais un deepfake de Macron,
Macron, c'est quand même… Alors, je ne dis pas que ça n'aura pas d'impact, mais je pense que ça sera quand même derrière de dire… quelque part, finalement, Macron, il est suivi en permanence par tous les médias, etc. Ce n'est pas un anonyme. Ça n'a… Enfin, je ne sais pas comment te dire, mais finalement, je ne sais pas si ça prendra vraiment, quoi. Je pense que le danger du deepfake, c'est plutôt pour effectivement des gens anonymes. Alors, je parlais du revenge porn, donc manifestement, ça fait des ravages parce que là, c'est extrêmement dur de se battre contre ça. Voilà, pour l'instant, encore une fois, je pense que le coût… le coût que ça engendre et le bénéfice n'est pas supérieur à décontextualiser une vidéo, à une capture d'écran un peu grossière, etc. Mais peut-être qu'un jour, ça reviendra parce que ça se fera en 2 coups de cuillère à peau. Je filme quelque chose et hop, sur mon smartphone. Voilà, pour l'instant, mais… Encore une fois, je ne dis pas qu'il ne faut plus rien faire et de dire, entre guillemets, ça ne marchera jamais. Mais je trouve qu'aujourd'hui, on se focalise trop là-dessus. Enfin voilà, excuse-moi, je ne sais pas si j'ai été clair, mais… C'est clair. Alors, il y a Saïd Assar qui relance sur ce même thème dans le chat sur est-ce que les outils d'IA vont quand même pas être utiles pour les deepfakes. Christine Balaguet qui précise aussi sa question en se disant, et finalement, c'est comme ça, ce serait de dire, est-ce que les plateformes elles-mêmes ne sont pas en train de faire de la détection automatique pour se substituer à votre travail, ou bien, si on t'entend bien, elles auront toujours besoin qu'à la fin, après un traitement automatique, il y ait des vrais humains et notamment des journalistes pour vérifier in fine la qualité des… Alors moi, mon ressenti, c'est qu'au début, les plateformes, elles se sont dit, on va faire travailler les fact-checkers, elles vont nourrir la bête, ensuite la bête sera autonome. Ouais. Je pense qu'elles se sont rendues compte que ça ne marchait pas comme ça et qu'aujourd'hui, on n'est pas encore à la Minority Report. Ça ira peut-être dans 30 ans, dans 40 ans, dans 50 ans, de deviner les intentions des gens. Et par exemple, voilà, au début, il y avait… Par exemple, l'idée chez Facebook de dire si vous fact-checkez un mème, par exemple, mensonger, nous, on va détecter toutes les occurrences du mème et puis on va le flaguer. Sauf que si toi, Dominique, tu dis regardez ce mème abject et c'est faux, tu vas être flagué pour fausse information. Ça va poser un vrai problème. Donc, voilà, et les essais qui ont fait n'étaient pas très concluants. Au fond d'elles-mêmes, elles aimeraient se passer de nous. En plus, les journalistes, ça coûte cher. Voilà, entre guillemets. Ça coûte beaucoup plus cher qu'une AI. Mais pour l'instant, je pense qu'elles ont vraiment besoin de nous. Et là-dessus, encore une fois, tout n'est pas parfait. Mais en tout cas, donc Facebook a été pionnier, parce que c'était celle qui avait le plus le feu aux fesses, pour dire les choses poliment. Mais enfin, je veux dire, on a des contacts de plus en plus étroits et poussés avec la plupart d'entre elles. Et voilà, il y a des choses qui se font et qui évoluent. Merci Grégoire. On va passer, pour garder le temps pour Manon. Mais ce que tu viens de dire, là, moi j'ai une interprétation de ça qui est: les plateformes ont en tête le modèle qu'elles ont mis en place pour la propriété intellectuelle avec Content ID. C'est-à-dire, elles se disent que les problèmes de régulation, on va pouvoir le régler algorithmiquement puisqu'on l'a fait pour la propriété intellectuelle. Et en réalité, elles découvrent sur plein de sujets, sur les fake news ou bien sur le discours de haine, etc., que ça ne marche pas automatiquement et qu'elles sont bien obligées d'avoir ce préfiltre humain sur beaucoup de sujets en réalité où il y a du contexte, ce n'est pas simplement une sorte de signature numérique, c'est plus compliqué. Alors, il y a encore un petit peu de discussion dans le chat, mais pour qu'on donne la parole à Manon, qu'on lui laisse le temps nécessaire, il faut lui passer la parole maintenant. À toi, Manon. Alors, je partage mes slides aussi. Alors, moi, ma présentation m'a vraiment porté à la différence de celle d'Aymeric qui évaluait de façon causale l'impact du fact-check et de Grégoire qui nous montrait différents exemples liés au deepfake. Je vais plutôt être du point de vue des récepteurs de l'information et voir comment ils reçoivent des fake news et des fact-checks sur le sujet de la vaccination sur Facebook.
Alors, juste pour mettre en contexte, alors je vais être assez rapide au début pour avoir le temps de vous présenter mes résultats, donc on pourra revenir à les questions si vous en avez. Donc, c'est vrai que depuis quelques années, suite à différents événements d'actualité, les fake news sont entrés dans le débat public de façon importante et forte et sont devenus un problème public contre lequel il fallait lutter et lié plus récemment, donc lié au contexte actuel de la crise pandémique ou au sujet de l'hésitation vaccinale qui est important, enfin qui monte en importance depuis quelques années et notamment en France. Il y a une cristallisation des débats sur un déplacement de ce qu'il fallait combattre. C'est pas seulement des enjeux comme voilà, des pandémies ou des enjeux sanitaires, mais aussi la question de la factualité de l'information. Alors, j'ai mis différents titres, mais je vais passer vite dessus. Donc, moi, mon approche, ça va être de prendre du recul, en fait, par rapport à tout ça, en m'appuyant à la fois sur des travaux de sociologie de la réception, qui, depuis des décennies, ont insisté sur le fait de désindividualiser le processus de traitement de l'information, c'est-à-dire que, voilà, même dans un contexte numérique, l'internaute n'est pas toujours seul face à son écran, et puis il y a plein d'autres sources, éléments de contexte qui peuvent intervenir dans son traitement de l'information, et aussi de distinguer plusieurs régimes de réception, c'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'un message, d'ailleurs il y a une intention malveillante, ou quelle qu'elle soit, enfin l'intention derrière un message, ce n'est pas parce qu'il y en a une que le récepteur va l'interpréter au premier degré et ne va pas conférer lui-même un autre sens au message, parce que ça fait écho à plein d'autres choses de son contexte. Donc, c'est partant de ces différentes approches. Alors, voilà, c'est un peu pour faire un pas de côté sur la couverture médiatique qui nous montre beaucoup d'individus aujourd'hui aspirés par leur écran de téléphone portable, mais sans demander autour dans quelle mesure la façon dont l'opinion des gens n'a pas aussi été façonnée par leurs relations sociales, leurs propres recherches, les médecins qu'ils ont pu consulter, etc. Et donc, l'autre point sur lequel je veux insister, c'est aussi en sociologie des sciences, ce qu'on appelle le principe de symétrie, donc qui est de suspendre vraiment un peu le dualisme simpliste entre pensée rationnelle et magique, et de distinguer aussi plusieurs attitudes, parce que dans les hésitations vaccinales, c'est vrai que la façon dont ils sont présentés, en tout cas dans le discours public, et il y a une étude de Jeremy Ward qui le montre, est très disqualifiante, où si les individus sont défavorables au vaccin, c'est qu'ils sont irrationnels, font confiance qu'à leur expérience personnelle, se renseignent qu'auprès de témoignages, etc. Alors qu'il y a eu notamment un état de l'art qui a été publié en début d'année, qui montre que l'explication derrière les hésitations vaccinales, elle n'est pas uniquement individuelle et cognitive, ce n'est pas seulement dû au manque de connaissances scientifiques des individus, et d'autant plus qu'en fait, la notion d'hésitation vaccinale est elle-même assez mal définie, ou en tout cas regroupe vraiment différents comportements, différentes croyances et différentes attitudes, parce qu'il y a des individus qui peuvent se dire hésitants, mais tout de même se faire vacciner, ou bien juste décider de ne pas avoir certains vaccins, mais accepter tous les autres. Donc voilà, il y a toutes ces nuances. Alors, mon étude, donc, les données ont été récoltées avant le Covid, donc ça ne porte pas du tout sur le vaccin voilà, lié au Covid aujourd'hui. Et donc, pour voilà, étudier un peu c'est la réception du public par rapport à des fact-checks et des fake news, j'ai, grâce à l'aide d'ingénieurs au Media Lab très précieux, j'ai récolté les posts qui ont été identifiés comme des fake news par les décodeurs du monde, ainsi que les fact-checks qui viennent des fact-checkers qui travaillent avec Facebook, dont l'AFP et dont les décodeurs, mais aussi 1 minute, et leurs 4287 commentaires que j'ai analysés grâce à une grille d'annotation que je fais construite au fur et à mesure de mes lectures. Donc la première, c'était de déterminer la position des internautes par rapport à l'information, pour voir dans quelle mesure ils émettaient un jugement critique par rapport à celle-ci. La seconde, c'est l'objet de leur argument, pour justement apporter des nuances dans les différentes postures
des individus par rapport au vaccin. Et les autres, c'est surtout donc, pour m'intéresser aux points d'appui et aux références qu'ils mentionnaient, donc à la fois les références qu'ils pouvaient citer de façon nominative ou voilà, en disant d'après telle étude, etc., mais aussi les URL qu'ils pouvaient insérer directement dans leurs commentaires pour étayer leurs propos. Alors, dans la suite là, de mes analyses, je vais surtout vous parler des sources en fait, qu'ont été utilisées les internautes, mais j'avais deux questions de recherche principales. La première, c'était dans quelle mesure les fake news et les fact-checks peuvent faire l'objet de critiques pour sortir d'une interprétation qui prétend que voilà, le contenu est reçu de façon passive et immédiate et qu'il n'y a pas une pluralité de façons de recevoir l'information. Et la deuxième question, c'était de voir comment les internautes les sources qu'ils vont mobiliser pour étayer leurs critiques. Et donc, pour répondre à la première question de façon très rapide, parce que ça peut peut-être voilà, contribuer pour la discussion avec les autres. Donc, ce qui était intéressant de remarquer, c'était quand même que les fact-checks recevaient 2 fois plus de commentaires critiques de la part d'internautes qui étaient défavorables au vaccin que les fake news de la part de pro-vaccins, mais aussi que les critiques adressées à l'égard des fact-checks ne portaient pas tellement sur la question de la vaccination, où les gens défendaient coûte que coûte le fait que les vaccins étaient dangereux, etc., mais ciblaient l'émetteur du fact-check, donc les médias et sa source. Et ce qu'on pouvait remarquer du coup dans ces commentaires, c'est vraiment une défiance très importante à l'égard des institutions et des médias traditionnels, et notamment Le Monde et les décodeurs qui sont un des principaux un des fact-checkers les plus actifs dans la circulation de fact-check. Je vous laisse les lire, je pourrais revenir dessus après si vous voulez. Et donc, pour voir un peu, suite aux différents arguments que pouvaient émettre les internautes, sur quoi ils s'appuyaient et à l'aune de quelles références ils interprétaient un contenu, comment ils l'évaluaient, etc. Donc, j'ai fait une échelle de points d'appui qui permettait de voir dans quelle mesure, en fait, dans leur mode d'argumentation, les internautes pouvaient monter en généralité en faisant référence, du coup, soit à des cas très singuliers ou, au contraire, à des effets plus généraux, ou désingularisaient leur énonciation de leur propre personne, donc c'est-à-dire ne partaient pas de leur propre expérience, mais de références externes. Et donc, pour la première analyse, donc c'était vraiment fait à partir des commentaires quand les internautes disaient je me suis fait vacciner il y a 6 mois et j'ai eu telle maladie. Donc, ce qu'on remarque, c'est que les anti-vaccins ont en effet plutôt tendance à se référer à la fois à leur propre expérience personnelle et à leur entourage, comme on le voit avec ces commentaires. Après une vaccination, la meilleure amie de ma fille a attrapé la sclérose en plaques et elle se déplace maintenant en fauteuil roulant. Après avoir fait des recherches sur les réseaux sociaux, elle s'est rendue compte qu'elle n'était pas la seule. Donc, comment une expérience personnelle rentre comme ça en résonance par le truchement des réseaux sociaux avec plein d'autres expériences personnelles. Mais au-delà d'avoir recours à une énonciation très subjective, il y avait aussi beaucoup de références à des affaires, à des scandales passés. Il y a des enjeux sanitaires aussi. Et donc là, on peut quand même percevoir chez ces internautes une forme de vigilance citoyenne ou de scepticisme civique où ils vont se référer à des cas passés pour lesquels il y a eu des enjeux pour dire dans le doute, du coup, vaut mieux être méfiant, mais ils ne se réfèrent pas à leur propre personne, ils se réfèrent à des faits qui ont eu lieu par le passé. Et à l'inverse, donc les pro-vax, donc rapidement, et je dis pro-vax et anti-vax entre guillemets de façon rapide, allaient plutôt donc se référer toujours donc de façon interne à leur propre connaissance, à leur raisonnement, à leurs compétences, à leur profession. Et donc, on voit par exemple ce témoignage « Je suis infirmière anesthésiste et maman et la prévention n'a pas de prix.
de nombreuses maladies refont surface et il coûtera moins cher à la société de prévenir que de guérir. Un certain nombre d'internautes qui se référaient de façon plus importante que les anti-vax à la science, à la communauté scientifique, au consensus scientifique, etc. Donc, ce qu'on peut remarquer à partir de ces analyses, pour remettre un peu de symétrie entre les anti-vax et pro-vax, c'est que même si les anti-vax ont tendance à se référer de façon plus importante, enfin à se reporter à des cas très singuliers, alors que les pro-vax vont monter en généralité. On peut voir quand même au niveau des régimes civiques et empiriques deux façons de se positionner en fait par rapport à la façon de définir ce qu'est l'objectivité, avec d'un côté en fait les pro-vax qui vont plutôt mettre en avant la valeur ontologique de l'objectivité en disant ce qui est un fait et ce qui correspond à la réalité, alors que les anti-vaccins vont plutôt insister sur sa dimension morale, parce que l'objectivité, c'est aussi faire preuve de transparence, qu'il n'y ait pas de conflit d'intérêts. Donc, ils ont quand même un souci pour la question de l'objectivité, mais d'un point de vue moral, alors que les pro-vax, ça va être plutôt d'un point de vue ontologique et empirique. Et donc, pour compléter cette étude sur les sources des internautes, j'ai récolté en fait toutes les URL qu'ils pouvaient citer en commentaire. Alors, c'est très rare de citer, déjà c'est très rare de commenter, je repréciserai dans les limites de l'étude, mais c'est aussi très rare de citer des URL, mais c'est intéressant de voir que ça arrive, et je trouvais, c'est une pratique, je trouve, qui est de plus en plus importante sur les réseaux sociaux, et c'est un bon moyen de voir quelles sont les sources d'informations de façon naturelle auxquelles les internautes se reportent. Et donc pareil dans ma typologie, donc ce qui ressort de façon assez nette, c'est que les individus défavorables au vaccin vont avoir plutôt recours à des sources dites alternatives. Donc, si vous connaissez les travaux du Media Lab sur l'espace médiatique français, on voit qu'ils sont situés à la périphérie, qui ont peu d'autorité dans l'espace médiatique français, avec des références à des sites de santé alternatifs, de contre-information, des pétitions aussi. Donc, ce n'est pas vraiment des sources, mais c'est une façon d'argumenter et de se référer à des textes, de chaînes YouTube et d'associations. Et à l'inverse, les pro-vaccins qui vont être se fier aux médias traditionnels, aux institutions, aux chaînes de vulgarisation scientifique, donc à tous les intermédiaires en fait qui sont entre la science et le grand public. Mais le paradoxe qui peut ressortir, d'autant plus lorsqu'on lit les commentaires des internautes favorables au vaccin, qui vont mettre un peu à l'épreuve les autres en les provoquant, en leur disant quelles sont vos sources scientifiques, une source fiable ou blablanet, donnez-nous vos sources et pas un blog de qualité douteuse, etc. C'est de voir que les quelques études scientifiques qui ont été citées dans les commentaires viennent vraiment très majoritairement des internautes défavorables au vaccin plutôt que des internautes pro-vaccin, alors même que, par contre, dans leur énonciation, ils se référaient beaucoup plus au consensus scientifique, à la communauté, à la recherche médicale que les anti-vaccins. Alors, pour analyser ça de façon très rapide, ce qu'on peut en fait un peu remarquer, c'est qu'auparavant, dans les débats, la façon dont avaient lieu les controverses scientifiques, celle-ci était très confinée entre experts, où la validation d'un savoir se faisait qu'au sein des débats, des arènes scientifiques entre experts. Et petit à petit, et notamment avec quand même l'émergence des réseaux sociaux, du web, etc., le grand public a pu un peu accéder à ces arènes en apportant leur propre savoir de profane, leur expérience. Alors, il y a un article qui distingue l'expertise expérientielle et l'expertise d'experts pour montrer comment l'expertise de profane peut s'inviter dans des arènes plus confinées. Mais aujourd'hui, en fait, ce qu'on peut voir avec un peu le développement de la circulation de plein de types d'informations, c'est un déconfinement de l'expertise où c'est désormais les experts et
plein d'experts différents qui vont voilà, vulgariser leur propre savoir via des espaces de conversation comme Facebook, YouTube et autres. Donc, à la fois, ça peut permettre vraiment une démocratisation des savoirs et même donner lieu à plus de sciences participatives et autres. Mais d'un autre côté, l'ouverture en fait d'espaces voilà, de conversation à des controverses scientifiques va contribuer un peu à fragiliser la réalité, en tout cas pour le grand public, parce qu'ils vont être confrontés à différents points de vue qui s'affrontent sur la science qui auparavant n'était pas, n'avait pas trop lieu, en tout cas au sein des couvertures médiatiques ou sur les réseaux sociaux, et ça va conduire les plus défiants d'entre eux à court-circuiter en fait le discours dominant qui peut être vulgarisé dans les médias en retournant directement aux sources primaires et donc à certaines études scientifiques et en voulant confronter en fait leur propre méthode d'enquête, leur propre recherche, sans après questionner la façon dont ils font leurs recherches, mais à des savoirs qui sont mis en avant. Alors, pour vous donner juste un exemple de commentaire, là on voit une conférence d'un chercheur anciennement expert de l'OMS, où on voit que voilà, c'était une vidéo qui n'aurait jamais dû être rendue publique, mais elle a été postée sur YouTube, et comment tout de suite ça peut contribuer à lancer des débats entre internautes. Alors, je crois que je dépasse un peu le temps, donc on peut s'arrêter ici, mais merci pour votre attention, et puis je pourrais revenir sur les points où j'ai été rapide. Ben merci beaucoup Manon d'avoir emmené dans les questions de vaccins. N'hésitez pas à poser des questions dans le chat ou dans le question-réponse. Moi, j'aurais peut-être envie maintenant de te demander pour lancer la discussion, parce que là, on a l'expérience, comme le matériel d'enquête était avant le Covid, on a celui du Covid. Alors évidemment, on retrouve beaucoup dans l'histoire vaccin et les controverses autour de l'hydroxychloroquine, etc., des choses qui ressemblaient à cette étude ancienne. Et en même temps, est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, l'expertise est vraiment déconfinée parce que, d'une certaine manière, les anti-vax actuels, alors peut-être qu'il y a un effet de refermeture de l'expertise, ils n'ont plus beaucoup enfin, si je comprends bien le mécanisme, les autorités scientifiques auxquelles ils pouvaient se référer, notamment à l'IHU de Marseille, etc., a été complètement recadré pour reconfiner l'expertise et recréer des divisions au sein des sources expertes. Non, il n'y a pas eu un phénomène comme ça qui s'est passé, mais je dis ça pour lancer la discussion. Alors, j'ai besoin de réfléchir pour répondre. Oui, c'est une bonne question. Moi, je ne saurais pas vraiment répondre, mais du coup, si je comprends bien ce que tu dis, ça voudrait dire quand même que c'est le fruit d'un processus de déconfinement de l'expertise qui va donner lieu à des autorités scientifiques qui vont un peu recadrer comme ça le débat. Ben là, il y a eu un peu reconfinement de l'expertise, enfin, me semble-t-il, les autorités scientifiques et les journalistes qui ont produit de l'information ont rétabli des frontières entre ce qui était solide et ce qui était moins solide. Mais enfin, je ne sais pas. Peut-être que Grégoire et Émeric ont envie de réagir à l'intervention de Manon. Moi, je veux bien. Non, mais c'est super intéressant parce que je retrouve des phénomènes. Manon quantifie bien et montre bien des choses que nous, on ressent, puisqu'on est dans le domaine du ressenti et pas dans la démarche. Et ce qui est intéressant, c'est ce mouvement de dire, par exemple, souvent, et ça revient à ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que la fausse information, elle va partir d'une capture d'écran un peu basique, où on va dire, oui, ma grande-tante a une cousine qui est infirmière à l'hôpital Saint-Louis, attention, les vaccinés tombent comme des mouches. Donc, vous allez faire un fact-check derrière. Et évidemment, on va vous répondre bon, que vous n'êtes pas compétent, depuis quand vous avez un doctorat en médecine, sachant que nous, on ne dit rien, on ne fait parler que des chercheurs, mais surtout, effectivement, on va nous opposer derrière des publications scientifiques dans les commentaires, et ça, on le voit énormément sur Twitter, sur Facebook, où
Je ne parle même pas de l'histoire parce qu'on en a beaucoup parlé, des préprints, des études non randomisées, etc. Mais on va prendre 30 pages en anglais où à peu près 90%, qu'est-ce que je dis, 99,9% des communs des mortels ne comprendraient rien. Mais on va prendre 3 lignes qu'on va surligner grossièrement et voilà, genre, vous êtes un guignol, moi je sais lire. Et c'est assez fascinant. Alors, ça a été effectivement beaucoup ce mouvement sur l'hydroxychloroquine, puis l'ivermectine aujourd'hui sur la dangerosité du vaccin. Moi, qui me fascine, c'est espèce d'illusion du savoir, en fait, où j'ingurgite des trucs sur 3-4 jours et ça y est, en fait, j'ai le même niveau de connaissance que quelqu'un qui a un doctorat, un interne, etc. Et enfin, c'est quelque chose que j'avais jamais vu auparavant, moi. Enfin, ça fait pas 15 ans que je fais du fact-check, mais au moins depuis 4-5 ans. Et c'est assez fascinant, ce côté-là. Et il y avait quelque chose d'intéressant. Alors, il est très réticent et je comprends à parler aux médias, mais il y avait on va dire un complotiste qui s'appelait Stalek sur Twitter et qui à force d'échanges avec des scientifiques, je veux dire, a retourné sa veste dans le bon sens et il décrivait bien comment justement les gens se nourrissaient sur des groupes fermés, etc., comment se nourrissaient de cette illusion de la connaissance. Et voilà, je trouve ça assez fascinant et voilà, la façon dont ça s'est Manon, tu veux peut-être réagir? Il y a Christine Balaguer qui demande comment éduquer le grand public aux controverses plutôt qu'à l'information fausse ou vraie. Émeric aussi, si tu veux réagir. Je ne sais pas si Manon voulait répondre ou… Ouais. Oui, je vois qu'il y a 2 questions même de Christine. Une qui suggère que c'est lié au caractère activiste des antivax. Alors oui, hein, tout à fait. Et ça, donc, je n'ai pas insisté sur mon étude. C'est vrai que j'ai analysé que les commentaires des personnes qui répondent sur Facebook, ce qui est vraiment la minorité, enfin à peine 10% des publics. Et il y a pas mal d'études en sociologie qui montrent que plus les individus sont motivés à défendre leur point de vue, plus ils vont évidemment être ceux qui vont commenter, s'exprimer dans des espaces d'autant plus où ils n'ont pas toujours accès, que les réseaux sociaux leur permettent de s'exprimer là où ailleurs c'est plus compliqué pour eux. Et pour la seconde question, donc comment éduquer le grand public aux controverses plutôt qu'à l'information fausse ou vraie, donc c'est vraiment une très très bonne question parce que c'est vrai que c'est un enjeu qui me semble en tout cas assez clé de sortir de juste une distinction binaire entre le vrai et le faux, mais plutôt d'aider le public à se repérer dans quelle source a une autorité, quelle source en a moins, etc. et à calibrer comme ça leur confiance en fonction de différents acteurs qui participent à une controverse. Et donc, c'est-à-dire que ça induit une certaine mouvance dans leur opinion, parce qu'ils pourraient se référer à différents acteurs et ajuster comme ça leur confiance au fil du déroulement d'une controverse, alors que tout de suite trancher, bon, c'est vrai, c'est faux. Il y a des choses, l'évidence a été acquise au fil de l'histoire, mais pour les controverses contemporaines, où c'est un peu plus complexe. Alors, je ne suis pas du tout spécialiste d'éducation, mais c'est vrai qu'au Media Lab de Sciences Po, et là, Dominique pourra plus en parler que moi, ce qui a été développé, c'est la pédagogie, par la cartographie des controverses. Je ne sais pas s'il y a eu vraiment d'études d'impact non plus là-dessus, mais en tout cas, c'est une méthode dont l'objectif est d'aider les étudiants à se repérer dans des controverses en cartographiant leurs différents acteurs, etc. Mais encore une fois, c'est comme pour le fact-checking, il n'y a pas de solution toute prête, clé en main, qui permettent comme ça de sensibiliser à ces enjeux. Émeric? Oui, donc j'avais une question pour Manon et une question pour Grégoire en fait. Donc pour Manon, c'est sur l'activisme justement. Est-ce qu'il y a des réponses coordonnées des antivax? Est-ce qu'on voit les mêmes personnes qui reviennent souvent? Est-ce qu'on a l'impression qu'ils se coordonnent sur les réponses? Parce qu'il y a des évidences de ces réactions coordonnées dans d'autres domaines. Et pour Grégoire, c'est la question, comment vous utilisez les publications scientifiques en fait dans vos fact-checks? Et comment vous sélectionnez un passage? Donc on a mentionné comment les autres font, mais vous, comment vous faites en fait?
Alors oui, sur l'activisme, donc c'est vrai que mon analyse n'a pas porté à distinguer un peu les internautes qui intervenaient plusieurs fois, mais oui, enfin, il y avait ceux qui allaient commenter quand même qu'une fois et certains que je retrouvais dans 10 000, dans plusieurs dizaines de posts et qui aussi qui répétaient, enfin je voyais c'était des copier-coller du même message qu'ils faisaient. En revanche, si c'était coordonné, je n'ai pas de preuves pour l'affirmer ou l'infirmer, mais à mon avis, non, parce que ça restait des internautes voilà, un peu comme ça, chez eux, qui avaient un avis sur la vaccination. C'est possible que sur d'autres réseaux sociaux comme Twitter ou sur d'autres endroits, il y ait une coordination, mais sur des pages Facebook, en tout cas au niveau des commentaires, il ne m'a pas semblé qu'il y avait de coordination. Et c'est vrai, donc j'empiète sur la seconde question, mais ça rebondit sur ce que disait Dominique, où quand même, je pense que quand tu disais qu'il y a un reconfinement de l'expertise, je pense qu'il y a une volonté de la reconfiner, mais pas tout à fait, parce que dans le même temps, il y a quand même des préprints partout, des youtubeurs qui vulgarisent la science, etc. Donc c'est plutôt qu'il y a peut-être un effort fait par les journalistes à faire de plus en plus attention, à ne pas mettre en avant des savoirs qui ne sont pas encore très, très stabilisés. Mais c'est moins un reconfinement qu'une évaluation même de l'autorité faite par les journalistes avant une publicité en quelque sorte. Alors Grégoire, comment vous pour répondre rapidement la science? Les publications scientifiques, nous aussi, on a appris à trier dedans le bon vin, les grès. Enfin voilà, je parlais tout à l'heure des randomisés, des choses comme ça, des revues prédatrices. Voilà, c'était des choses nous qu'on connaissait pas ou pratiquement pas. Donc on a appris à naviguer là-dedans. Effectivement, on pourrait facilement faire un fact-check de 10 lignes et bourré de liens en disant regardez, c'est faux. On le fait de manière, on va dire, assez ciblée et toujours on va dire, il faut qu'un expert nous ait vulgarisé la chose et nous dit, bon, bah voilà l'étude qui fait la référence ou voilà l'étude qui a soulevé tel point, mais on essaye vraiment de faire très attention à ça. Et nous aussi, dans notre manière d'écrire, en fait, sur 1 an et demi à peu près de pandémie, on a beaucoup changé. C'est-à-dire qu'on est beaucoup moins affirmatif qu'on ne l'était. On a été très affirmatif au début, au diapason de la plupart des autorités, en disant oui, le masque, ça ne sert pas à grand-chose. Voilà, ça a été une leçon pour nous. Et aujourd'hui, j'allais dire, je ne dis pas qu'on ne s'appuie plus sur les publications scientifiques, mais nous, c'est très bête, mais on va dire à ce stade, il n'y a pas eu tel effet, etc. Enfin, voilà. On reste, nous, ça nous a appris à être de plus en plus prudents. Là, je vois aujourd'hui qu'il y a la théorie de la fuite du labo qui revient de très, très fort depuis 1 mois et demi. Et nous, on s'est repenché dessus. Je pense qu'on n'a jamais écrit de bêtises par rapport à ça, surtout que les gens confondent un virus naturel manipulé par l'homme ou un virus complètement manipulé, créé ex nihilo par l'homme et que des probabilités ne sont pas du tout les mêmes. Voilà, en tout cas, nous, cette pandémie, ça nous a appris à être encore plus prudent, ce qui aussi pose des difficultés, c'est-à-dire que les gens, ils aimeraient qu'on écrive oui ou non, vrai ou faux, et qu'on est obligé de plus en plus d'écrire à ce stade, on ne sait pas. Et c'est compliqué. Bon, c'est une belle leçon. On a vraiment, parce qu'on va vraiment essayer de finir à 19h et il est déjà 19h. Il y a une dernière question pour toi, Grégoire, dans le chat. L'AFP mène-t-elle des enquêtes? Tu as un peu répondu tout à l'heure, mais est-ce que vous menez plus des enquêtes sur les effets du fact-checking réalisés par AFP Factuel? Est-ce que vous auto-évaluez? Non, enfin, je veux dire, faute de temps, de ressources, comme je disais, on est avec notre petite cuillère pour vider là. Donc, hélas, on n'a pas trop le temps. On a nos indicateurs, nos ressentis, des choses positives. Je veux dire, une croissance de trafic qui explose, beaucoup de sollicitations, des clients aussi de l'AFP qui achètent les fact-checks. Donc, bon, voilà, on voit que ça marche, mais après, hélas, on n'a pas le temps et on compte plutôt sur des gens comme vous pour nous dire oui, ça marche, c'est efficace pour nous encourager, je l'espère, à continuer. Et voilà. Mais voilà, encore une fois, en ayant
on va dire quand même un peu d'humilité, de se dire qu'on ne réglera pas tout avec nos petits bras musclés, quoi. Donc, voilà. Non, mais voilà, donc faut que Aymeric vienne aider pour faire. Exactement. Bon, je voudrais vraiment vous remercier tous les trois pour vos interventions et pour la discussion d'aujourd'hui. Je crois que c'était vraiment riche et passionnant. Merci aussi beaucoup au public là, qui a posé toutes ces questions. Avant de vous quitter, je voudrais simplement signaler que les webinars de la chaire Good in Tech, on en fait un nouveau le 8 juillet. C'est Christine Balaguet qui va l'animer autour de l'innovation numérique responsable en entreprise et de la RSE. Donc, grand sujet qui est un sujet important, qui est un des axes importants de la chaire Good in Tech. Et donc, ce sera le 8 juillet à 17h30. Merci à vous et à bientôt et passez tous une bonne soirée. On peut enlever le masque ce soir et sortir. Formidable. Au revoir. À bientôt, au revoir. Au revoir, merci.